Merci d'être avec nous ce matin pour cette table ronde sur la Deep Tech. Deep Tech, secteur qui tire largement son épingle du jeu en ce moment. C'est une des thématiques qui se porte bien, c'est une thèse d'avenir. Justement, pour en parler ce matin, je suis avec à ma gauche Yann Cohic, directeur d'EDF Pulse Ventures, qui est le corporate venture capital du groupe EDF. À ses côtés, nous avons Mehdi Gmar, directeur général du CNRS Innovation. Et enfin, à sa gauche, nous avons Pascal Ribon qui dirige le pôle tech de BPI France. Alors justement, Pascal, je vais commencer avec vous, puisqu'on le sait, l'État a été assez actif justement pour soutenir l'écosystème Deep Tech avec ce plan qui a été lancé il y a 5 ans. Et ça tombe bien, puisque la semaine dernière, c'était son anniversaire à ce plan, sachant que l'objectif, c'était de créer 500 startups par an d'ici 2030. Justement, où on en est dans cet objectif avec ce bilan au bout des 5 premières années de ce plan? Alors, bonjour à tous. Le bilan, effectivement, il est très positif puisqu'on voit qu'on a doublé depuis le début. Lorsque le plan Deep Tech a été lancé, on était grosso modo à 170 créations de starters par an. Et là, cette année, Deep Tech, et là, cette année, on en a comptabilisé 340. Donc, on avance doucement mais sûrement vers les 500 startups. Et si on se replace dans la perspective du lancement de ce plan, je crois qu'on est vraiment dans le thème de ce qui a été dit, puisque l'enjeu au démarrage du plan, c'était vraiment de pouvoir accompagner des entreprises qui avaient des temps longs, alors qu'il y avait eu tout un travail sur l'écosystème à la fois des fonds d'investissement, des incubateurs, enfin tout cet écosystème qui accompagne les startups. Il y avait eu un travail, mais qui avait surtout ciblé les acteurs de la French Tech avec un enjeu de retour sur investissement qui était assez rapide. Et là, avec le lancement du plan Deep Tech, c'était l'idée de mettre en place des moyens financiers. Alors au début, beaucoup, en tout cas en direct pour BPI France, beaucoup sur les produits, avoir des produits financiers, des subventions qui étaient dimensionnées de façon plus large et qui permettaient d'accompagner des startups qui ne seraient pas en capacité d'avoir des retours sur investissement rapides. Et donc, on voit que ça a permis de faire monter en puissance en fait, l'ensemble de l'écosystème. Les fonds d'investissement ont suivi aussi. On a fêté il n'y a pas longtemps le lancement du FNA3, Fonds national d'amorçage, qui est de plus en plus tourné vers la Deep Tech. Ce nouveau, d'ailleurs, les 400 millions du FNA3 seront dédiés à la Deep Tech. Donc, ça permet d'aider l'écosystème des fonds Deep Tech à se développer. Et donc de prendre en compte ce sujet de la montée en puissance d'entreprises qui, au début et pendant de nombreuses années, ne vont pas être en capacité d'avoir un retour sur investissement. Et finalement, la Deep Tech, ça rapproche à la fois le monde académique et qui est un monde du temps long, et le monde de l'écosystème des investisseurs qui était un monde du temps court, en fait, avec le modèle des fonds qui doivent rendre à ceux qui ont investi. Et je crois que le travail qu'on a mené pendant ces 5 ans, avec quand même un beau résultat, 4 milliards sur la Deep Tech levée l'année dernière, 50% des fonds d'investissement, des levées de fonds en France. Oui, on est quasiment au niveau des Britanniques maintenant. On est quasiment au niveau de l'Angleterre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau européen, on est passé de 10% des levées de fonds Deep Tech, alors ce n'est pas que la France, mais en 2018, à un taux qui fait 22%. Donc c'est non seulement la France, mais l'ensemble des acteurs se consolident. Et donc, je crois que ce qu'on a réussi à faire pendant ces 5 ans, c'est à rapprocher le temps long de la recherche, Mehdi en parlera, avec le temps court du capital risque, en mettant en place tout un tas de dispositifs de financement qui font que petit à petit, ce relais entre l'argent public et l'argent privé réussit à s'optimiser. On n'est probablement peut-être pas au bout. Il y a encore, on voit bien des éléments peut-être qui sont un peu fragiles. On a vu une baisse des premières levées de fonds en amorçage, et puis on a tout le sujet des sorties. On en parlera d'ailleurs peut-être sûrement aussi, parce qu'il y a le sujet des corporates, donc les grosses levées de fonds. Mais en tout cas, ça s'est amélioré, et cette coordination se fait mieux. C'est une course de relais. Et donc là, je pense que voilà, on est sur la bonne dynamique.
Alors, vous l'avez dit, hein, ça implique évidemment de rapprocher deux mondes, celui de la recherche et de l'entrepreneuriat, qui ne se parlent pas forcément, en tout cas jusqu'à récemment, qui avait un petit peu de mal à communiquer. Je sens Mehdi qui est un peu dubitatif, il va nous dire comment il a fait justement pour impliquer ces dynamiques d'innovation au sein du CNRS, que justement pour un acteur académique, ça ne se fait pas un petit peu dans la douleur. C'est parce que finalement, c'est pas naturel, en effet, l'entrepreneuriat d'être sur du temps extrêmement long, c'est de 10, 15 ans. Comment l'acteur académique comme le CNRS, justement, arrive à accorder ses volants avec ce monde de l'entrepreneuriat? Alors bonjour à tous et alors merci d'angler votre question sur ce sujet-là parce que je pense qu'on a fait un gros travail depuis 5 ans mais je dirais aussi depuis une bonne dizaine d'années. Alors d'abord si je reprends le titre de la présentation, j'ai envie de dire que c'est aussi une revanche de la recherche académique parce que le temps long c'est intrinsèquement la recherche et notamment la recherche fondamentale. On fait des projets de recherche sur 10, 15, 20 ans. Et je pense que la Deep Tech a permis de mettre en valeur et d'illustrer ce que pouvait amener la recherche académique au monde des Deep Tech. Et je dirais presque qu'intrinsèquement, la Deep Tech est liée à la recherche académique. Je donne juste un exemple. Dans un domaine extrêmement souverain et extrêmement compétitif qui est l'ordinateur quantique, il y a quelques semaines, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a lancé un appel à compétition et à achat innovant qui s'appelle Proxima, pour doter la France en 2030 de 2 ordinateurs quantiques. Les 5 lauréats et 5 startups sont 5 startups qui sont issues de la recherche publique. Donc ça, c'est pour illustrer qu'il n'y a plus d'antinomie entre la deep tech, la recherche appliquée, le retour sur investissement et la recherche publique. Et ça, c'est important parce que si je voulais faire passer un message aujourd'hui, c'est que justement, je pense qu'il y a eu une évolution, une révolution, parce qu'il y a un écosystème qui s'est mis en place. Alors BPI a beaucoup contribué à dynamiser cet écosystème, mais je citerai aussi les SAT, je citerai l'ensemble des organismes de transfert technologique. Et finalement, cette évolution, cette prise de conscience qu'il fallait qu'on travaille ensemble, aussi bien avec les startup studios, les fonds d'investissement, les chercheurs, ça a permis de faire évoluer les mentalités. Et vraiment, je vous mets au défi de venir dans un laboratoire de recherche publique où vous ne trouverez pas un interlocuteur qui est intéressé pour faire de la valorisation. Il n'y a plus de laboratoire où c'est des terres blanches à conquérir. Bien évidemment, après, il y a des affinités personnelles, il y a des envies. Et moi, je trouve très bien que des chercheurs décident de faire de la recherche fondamentale, vraiment fondamentale toute leur vie. Mais vraiment, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on est dans une nouvelle ère et que la recherche publique, elle accompagne cette évolution et elle accompagne, et la recherche publique est un atout pour la France, pour l'Europe, en termes de deep tech. Oui, puis ça implique aussi peut-être de changer un peu l'état d'esprit, dans le sens où en se tournant vers l'entrepreneuriat, ce monde de la recherche, ça lui permet aussi de plus rapidement dans les mains, je ne vais pas dire de consommateurs, mais de la civilisation, dans un sens, les innovations qui sont développées au laboratoire. Alors que dans la recherche fondamentale, ça va être peut-être dans 30, 50 ans, sur des temps beaucoup parfois plus longs. Et peut-être pour ajouter un élément, l'image du chercheur ou de la chercheuse qui travaillerait de façon complètement autonome et décorrélée des problématiques de la société, en fait, il n'existe pas parce que les chercheurs et les chercheuses sont des citoyens, des citoyennes. Et finalement, le vecteur de la start-up, le vecteur de l'entreprise, c'est aussi un moyen de voir un impact sur ses travaux, un impact de ses travaux. Vous travaillez sur des batteries solides. Quelques années plus tard, il y a Tiamat, une société qui fait des batteries fer solides, qui est sur le marché et qui, à Leroy Merlin, vend des batteries. Vous pensez que les métaux rares sont une problématique de souveraineté. Vous créez Mekaware qui fait du recyclage de batteries. Et à chaque fois, derrière, vous avez des chercheuses et des chercheurs qui se disent « Ok, j'ai travaillé dans la recherche fondamentale, mais maintenant j'ai envie d'avoir un impact. » Et ça me permet de dire, parce que je vois beaucoup de profils très jeunes, que les porteurs de projets qu'on voit issus du CNRS, ils n'ont pas toujours 20 ou 30 ans. Mais ils ont entre 40 et 50 ans parce qu'à un moment dans leur carrière, ils se disent ça. Comment mes travaux de recherche peuvent avoir aussi un impact? Et c'est un bon moment. Une start-up, travailler dans une entreprise, c'est une bonne façon d'avoir un impact avec ses recherches. Alors, son de recherche, il s'est bien structuré, il s'est tourné à l'entrepreneuriat. Il y a le CNRS, on peut citer l'INRIA, le CE aussi, qui s'est allié récemment avec Supernova et Technofounders. Mais il faut aussi l'implication des corporates, et ça, c'est un peu votre rôle, Yann, puisque finalement, pour porter dans une autre dimension cet écosystème, sans l'appui d'industriels, de corporate, ça va être compliqué d'aller plus loin aujourd'hui. Ouais, complètement. La Deep Tech, elle présente plusieurs challenges pour un corporate venture.
pour parler d'EDF, on a commencé à investir dans la deep tech avec des startups comme Switch dans la production d'énergie osmotique, d'ailleurs à partir d'un brevet du CNRS, d'un chercheur qui s'appelle Lidéric Boquet, donc ce qui montre qu'il y a un lien déjà qui existe effectivement avec l'écosystème. Il a commencé à se développer entre le monde de la recherche et les grandes entreprises, où je pense encore à Carbonate dans la carbonatation de poussière de ciment ou Exaion dans l'infrastructure du Web 3.0. Donc on a commencé, on veut aller plus loin. Et donc nous, on entreprend aujourd'hui une analyse un peu en profondeur pour voir quels sont les moyens qui nous permettent d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, en tant que corporate venture dans le climate tech, les solutions SaaS, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. Il nous faut aussi du hardware pour aller capter ces molécules de CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, il y a plusieurs challenges à relever qui sont pas évidents pour un corporate. Il y a celui qui a été mentionné du lien entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie, qui est pour aller détecter très tôt en fait ces brevets qui vont être disruptifs et qui vont avoir un potentiel de marché très important. Donc c'est présent très fortement ailleurs en Europe, je pense en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Ça commence en France et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et la charge à nous aussi d'industriels d'aller encore plus vers le monde de la recherche. Et dans toutes les phases de la deep tech, je pense également aussi dans la phase de soutien financier, qui est complexe que ce soit pour un fonds d'investissement ou pour un corporate venture, puisque en fait, c'est des temps qui sont très longs, avec des besoins de financement qui sont de plus en plus importants, avec des structures de transactions aussi, parce que si on parle technique, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de tours, donc il y a des tables de capitalisation qui sont compliquées. Donc on rajoute à la complexité technique et scientifique une complexité contractuelle. Et là aussi, je pense qu'il y a un besoin de mutualisation avec les deux autres industriels pour unir nos forces. Et puis aussi essayer d'uniformiser la manière dont on va financer ces entreprises. Et enfin, il y a un troisième challenge qui est pour moi presque le plus important et qui est d'ailleurs un thème dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui est celui de l'industrialisation de la deep tech. Parce qu'une fois qu'on a fait la preuve de concept, il faut passer à la phase industrielle. Et c'est là où c'est presque le plus compliqué, mais où l'industriel peut apporter des choses. Il y a besoin de fonds aussi. Et là, un industriel seul, ça va être compliqué parce que la prise de risque combinée aux besoins de fonds fait que, vu d'un corporate, le profil de risque est trop élevé. Alors que si on arrive à mutualiser ces efforts, à avoir des synergies de portefeuille en créant un écosystème aussi, parce que quand on parle d'industrialisation, il y a plein de problématiques qui vont avec, sur le contrôle de la qualité, sur tout un tas de thématiques, où d'autres startups peuvent venir se greffer au monde de la deep tech pour arriver à créer l'environnement propice à l'industrialisation. Et là, je pense qu'on a encore besoin, entre industriels, de se structurer, de parler pour arriver à passer l'étape d'après, qui est vraiment la mise sur le marché de ces innovations disruptives. Oui, on voit qu'il y a un lien assez intime entre Deep Tech et industrialisation. D'ailleurs, on l'a vu dans le bilan des 5 ans du plan Deep Tech. On voit qu'il y a beaucoup de startups Deep Tech qui notamment sont arrivées à l'industrie. Je pense notamment à Vercor, qui a fait la plus grosse levée de fonds à l'histoire de la French Tech. Quels sont un petit peu les freins qui restent à lever justement pour accélérer cette industrialisation? Parce qu'on voit que la croissance est bonne, mais on n'est toujours pas quand même sur l'objectif fixé par le gouvernement. Quels sont les freins qu'on peut lever de manière le plus immédiate possible aujourd'hui? Alors, il y en a à différents niveaux, mais je voudrais rebondir sur ce sujet effectivement de l'industrialisation. C'est un élément important sur lequel je pense l'État et BPI-France, on a fait de la créativité collective pour justement mettre en place des dispositifs de financement avec à la fois de l'aide, avec les aides première usine. Enfin, France 2030 a mobilisé beaucoup de moyens. Et puis, ce qu'on essaye aussi, c'est de faire émerger, et là, c'est aussi un frein culturel qu'il faut lever, des fonds qui est à la fois la culture du capital risque, mais aussi la culture du capital croissance. Ouais. Et aujourd'hui, les gens qu'il y a dans les équipes de ces différentes logiques de fonds, ce sont des gens qui ont des éléments de référence qui sont très très différents.
qui sont pas sur les mêmes bases. Et notre enjeu, on intervient en fonds de fonds là-dessus. L'idée, c'est d'accompagner l'émergence de fonds qui vont être capables, qui vont avoir la bonne culture pour pouvoir accompagner des entreprises qui cherchent à construire une usine, mais pour lesquelles le niveau de rentabilité n'est pas encore là. En fait, il y a encore un certain nombre de choses à dérisquer. Les sujets de qualité, finalement, être capable de se dire on va être capable d'industrialiser au niveau de qualité qui est attendu par l'écosystème, c'est quelque chose qui se construit. Il faut accepter qu'il y ait des prises de risque. Donc, c'est vraiment tout un... Là, sur cette question de la croissance, on a déjà posé un certain nombre de prix, il y a un chemin important. L'articulation avec les acteurs industriels est importante. Il y a eu un certain nombre de belles histoires malgré tout, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire autour d'une culture commune et avec plus de nos grosses entreprises, plus les embarquer, peut-être plus apprendre à travailler en s'appuyant sur les startups. Les startups Deep Tech, c'est un bon levier pour transférer et parfois on voit qu'il y a une certaine difficulté à dialoguer entre les services de R&D qui vont pas être forcément très appétentes à ce qu'on achète une startup Deep Tech avec des développements que eux auraient pu faire. Donc c'est aussi des évolutions de culture. Mais j'ai l'impression qu'en fait l'ensemble des acteurs cherchent à trouver ces solutions. On n'est pas encore au bout parce que la construction d'un écosystème où finalement les gens parlent la même langue, ça prend du temps. Mais j'ai l'impression qu'on avance. Et d'une certaine façon, le fait qu'on soit tous les trois sur une même table ronde et qu'on voit que finalement on partage la même façon d'en parler et un diagnostic commun, c'est quelque chose de très positif. Peut-être pour compléter et rebondir sur ce que dit Pascal, je pense que ce qui a profondément évolué en quelques années, c'est qu'on a arrêté de se penser comme les maillons d'une chaîne à qui on se passe finalement le ballon en disant voilà, moi j'ai fait mon travail, j'ai fait la prématuration, j'ai fait la maturation, puis après je le donne aux investisseurs. On a repensé en fait en disant il y a un projet qui est au centre, qu'on doit faire réussir et finalement on va le regarder de façon différente avec nos différents prismes. Et moi ce qui m'a frappé depuis quelques années, c'est que CNRS, à travers CNRS Innovation, est souvent sollicité par des fonds qui veulent investir très tôt. Mettre des tickets en early stage avant même qu'il y ait un début de preuve de concept parce que finalement la détection elle est très importante et qu'on comprend bien que si on regarde le problème de façon globale dès le départ, et ben effectivement on va accroître la chance d'arriver un peu plus loin. Et je pense qu'il y a encore du travail, hein. On doit effectivement mieux se comprendre, mieux se parler, travailler un peu plus en équipe, mais ce travail finalement d'un écosystème qui finalement ne cherche plus à regarder son propre intérêt dans son segment, mais qui a pris conscience que finalement aider son petit copain en amont et en aval du processus va forcément faire créer de la valeur. Et je donne juste un dernier exemple pour donner quelques chiffres. Le CNRS, depuis qu'il crée des startups, a créé à peu près 2000 entreprises depuis les années 70. Il y en a 1400 qui sont encore en activité, donc ce qui est tout à fait... Et on a mis en place un programme d'accompagnement de ces 1400 entreprises qui s'appelle Rise Up, justement pour les accompagner à aller travailler, soit à aider à l'industrialisation, soit à trouver des autres technos. Ça, il y a 10 ans, ce programme-là n'existait pas parce qu'on ne pensait pas que le CNRS puisse avoir une action positive ou amener quelque chose à ces entreprises une fois qu'elles étaient parties. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, 5-10 ans plus tard, elles ont encore besoin d'avoir un lien avec la recherche publique. Et je pourrais, je pense, donner d'autres exemples lorsqu'ils vont voir des industriels. Donc voilà, on se pense plus comme une chaîne, mais comme effectivement un collectif. Et ça, je pense que c'est un beau travail et un beau résultat dont on peut être assez fier, même si on se compare souvent à nos collègues européens, on peut être assez fier de ça. Et juste pour rajouter un point, je pense que le mot essentiel, c'est ce que vous avez dit, là, écosystème. Parce que et c'est là qu'il y a des synergies fortes aussi avec les industriels. Quand on développe un projet Deep Tech, souvent, la startup va être concentrée, et c'est normal, sur le dérisquage de son produit. Et la partie industrialisation va arriver plus tard. Et c'est là que l'arrivée d'un industriel assez tôt dans la vie de la startup va permettre d'anticiper cette phase qui, en fait, prend beaucoup de temps, avec des problématiques très basico-basiques. Hein. La première, c'est de trouver du foncier.
Et c'est là que d'ailleurs le lien avec l'État est important parce que trouver du foncier, réutiliser des friches industrielles, c'est important. Et puis penser écosystème, c'est-à-dire que pour fabriquer, il faut penser à industrialisation. Quelles sont les problématiques d'industrialisation que je vais rencontrer? Les machines-outils que je vais utiliser? Comment je vais pouvoir arriver à tenir une cadence pour répondre à mon marché? Et ça, il ne faut pas que ça soit trop mis en série, parce que sinon le temps, on va encore le rallonger et ça va être encore plus compliqué de le financer. Et c'est là que la partie écosystème et la synergie avec l'industriel va permettre de raccourcir ce temps pour essayer de paralléliser les problématiques. Ce qui est le principal axe de progression de la deep tech, mais aussi l'écosystème français. En open innovation, des très bons élèves en Europe. Et ça, c'est dû à quoi, par exemple? C'est au fait qu'on a justement une aversion au risque qui est plus forte que la moyenne, des mondes qui se comprennent moins que dans d'autres pays. C'est dû à quoi, justement, ce manque de collaboration entre grands groupes et, industriels, pour le coup, et start-up? Alors, je pense que c'est en train de changer. Vous aviez raison. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le monde des startups en Europe et en France, il était naissant, balbutiant. Quand on parlait à des gens de son entourage de startup, c'était presque une blague. Aujourd'hui, je pense que ça a totalement changé. Il n'y a qu'à voir tous les corporate VC qui existent en France. On se parle, on a essayé de se fédérer. Il y a plusieurs initiatives, des événements comme ça. Il y a Madines, il y avait Hello Tomorrow, il y a Change Now, il y a Vivatech. Enfin, il y en a beaucoup et qui ont une envergure nationale et même européenne. Donc je pense qu'avant, effectivement, il y avait des sujets de R&D, de concurrence, de méfiance entre la recherche appliquée des grands groupes et puis ce que pouvait sortir une petite équipe d'ingénieurs, de jeunes, où il y avait une méconnaissance. Ouais. Ce monde-là s'est parlé grâce à des initiatives comme la BPI, grâce aussi au CNRS qui s'est connecté. Finalement, on arrive à parler un même langage aujourd'hui. Donc je pense que le problème, il est plus du tout là. Le problème, il est plus effectivement dans la prise de risque et vraiment le financement dans la durée. Je pense qu'on a un vrai terreau deep tech en Europe et en France. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le train du SaaS, il a été aux États-Unis. Peut-être que le train de la deep tech, il sera ici. Maintenant, il faut dans une chaîne de financement plus complète, parce que sur les stages, on est très forte. Dès qu'on passe sur le growth, le late stage, ça devient un peu plus compliqué. Exactement. Là où on a encore du travail à faire maintenant, c'est arriver à compléter la chaîne de financement, à la tenir sur la durée et arriver à ne pas perdre au passage du ramp-up financier des éléments qui sont clés pour arriver à la mise sur le marché, dont les industriels. C'est pour ça que je pense qu'il y a encore un effort de coopération, de mise en commun de moyens à faire à notre niveau. Oui, puis l'autre enjeu, c'est peut-être que cet écosystème s'autonomise un petit peu. C'est un peu ce que disait Paul-François Fournier lors du bilan des 5 ans du Product Tech. Bon, voilà, on a soutenu l'élan justement pour enclencher la dynamique. Maintenant, il faut que cet écosystème vole de ses propres ailes. Et c'est d'ailleurs un peu le sens de ce qui s'est passé, que la création de France Deep Tech, qui est un petit peu le France digital de la Deep Tech, si je synthétise un petit peu. La prochaine étape pour les 5 prochaines années, c'est peut-être que cet écosystème se prenne un peu plus en charge lui-même finalement. Mais tout à fait, c'est vraiment, je crois que c'est la réussite de la dynamique. À partir du moment où les gens se parlent, ils s'organisent. Et nous, on était très très contents effectivement de la création de France Deep Tech. Il y a une vraie volonté finalement de reprendre en main un certain nombre de ces sujets, avec ce sujet clé qui est celui de la chaîne de financement. Puisque la chaîne de financement, c'est une course de relais en fait. Chacun est à sa place et se passe le ballon. Et même dans les logiques d'investisseurs, finalement, il y avait aussi beaucoup de coupures avec chacun qui considérait qu'il devait prendre la valeur pour lui. Et finalement, en se préoccupant un peu moins de celui qui était en amont et c'était celui qui était en aval. Et un des enjeux de France Deep Tech, c'est justement de pouvoir dialoguer ensemble pour se dire, finalement, chacun à sa place. Celui qui est le gros, finalement, il aura de la valeur. Celui qui est capable de mettre des tickets qui sont très très gros, il aura de la valeur que parce que tous les autres ont produit de la valeur avant, du labo voilà, jusqu'à ceux qui ont fait l'époque. Et ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu pour la suite. Il faut que l'Europe, la France, soit capable de mettre des gros tickets, parce qu'on voit aujourd'hui que quand on arrive à des investissements qui sont très gros, ce sont les Américains qui sont en première ligne. Bon, c'est bien, mais on aimerait bien que ces entreprises puissent rester en France, qu'elles produisent
des emplois français, qu'elle produise des produits qui participent aussi à la capacité à la France à assurer sa souveraineté. Et donc ça, c'est vraiment un élément important, je pense, pour les 5 prochaines années jusqu'à 2030. C'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Il y a eu un gros travail sur l'amont, qui est marqué aussi par les PUI. Finalement, là aussi, les acteurs se prennent en main. On a lancé l'appel à projet PUI, Pôle universitaire d'innovation. Et il y a 29 sites qui ont dit, nous, on relève le défi, on va faire plus que multiplier par 2 le nombre de startups, on va plus travailler avec le monde socio-économique. Et donc, voilà, d'un côté, les acteurs académiques prennent le relais, se disent on est capable de faire ce travail-là, nous, à notre échelle, on va y aller. Et de l'autre côté, il faut qu'on travaille ensemble sur les grosses levées et la capacité à construire des usines et à intégrer ces startups dans notre tissu industriel. Est-ce que le CNRS est prêt à prendre le relais du coup ? Je pense qu'il l'a déjà pris, parce que dans les pôles universitaires d'innovation, donc qui sont ces organisations sur les grands sites universitaires pour qu'on se parle plus, on regarde encore une fois, comme je disais, le projet non plus de sa fenêtre, mais collectivement, le CNRS est membre fondateur des 29 PUI, donc il est acteur de terrain, il est actionnaire des sociétés d'accélération de transfert technologique des SAT. Donc je pense que le CNRS a relevé depuis quelques années, et d'ailleurs il y a eu le rapport de l'HCERS il y a quelques semaines qui saluait le travail du CNRS sur l'innovation, et je pense que ça c'est important, et je pense que l'État a aussi compris qu'il pouvait faire confiance aux acteurs universitaires et aux organismes nationaux de recherche comme le CNRS, le CEA, l'INRIA, pour prendre leur destin en main. Je complète par le fait que si on veut que le flot d'innovation continue à grossir, il ne faut pas il faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut financer la recherche fondamentale. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'argent qui a été, et c'est très bien, et il faut continuer sur l'aval, mais il ne faut pas oublier d'aller financer l'amont, parce que, encore une fois, et là je cite le CEO de Pascal, donc la start-up dans le quantique, sans cette source d'innovation, de rupture technologique. Je rappelle qu'on a eu un prix Nobel à l'INSPE qui est à l'origine, donc sur le quantique, qui est à l'origine de plusieurs startups. Et bien sans cette source-là et ce financement-là, effectivement, un jour on arrivera sans startup. Donc voilà, un petit signal pour tous nos collègues dans les laboratoires de France et de Navarre qui travaillent à ces innovations de demain. Je vais laisser le mot de la fin à Yann. Allez, en 1 minute, on va essayer. Non, je trouve que un événement comme ça, comme vous organisez avec un sujet comme ça, c'est déjà la preuve qu'on a fait qu'il y a un grand chemin parcouru. Et je pense sincèrement que la France et l'Europe, on a une carte magnifique à jouer dans la deep tech parce qu'on a des éléments de base qui sont tous là. Maintenant, il faut qu'on continue l'effort. Il faut qu'on continue à se parler comme on s'est parlé sur la phase amont. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de rupture non plus. C'est-à-dire que je trouve que c'est très important ce que vous avez dit. Il faut continuer à alimenter la pompe. Et donc, on a tendance à toujours se déporter vers là où l'attraction et la gravité est la plus forte. Attention, c'est une chaîne complexe. Donc, il ne faut ni oublier l'amont, ni oublier l'aval. Donc, c'est-à-dire l'industrialisation. Et voilà, il faut qu'on continue à se parler. Mais voilà, moi, je suis persuadé que dans les quelques années à venir, et quand je dis les quelques années, ce n'est pas les 10 ans, je pense que les premières startups deep tech à industrialiser des processus compétitifs, ça va venir dans les 2-3 ans. De toute façon, on a fait le bilan au bout de 5 ans, on refera le bilan dans 5 prochaines années. L'écosystème aura sûrement grossi davantage, c'est une très bonne chose. Merci à vous trois, vous pouvez les applaudir. Merci.